Ce sont les lapins qui ont été étonnés. Depuis si longtemps qu'ils voyaient la porte du moulin fermée, les murs et la plateforme envahis par les herbes, ils avaient fini par croire que la race des meuniers était éteinte, et trouvant la passe bonne, ils en avaient fait quelque chose comme un quartier général, un centre d'opérations stratégiques, le moulin de Gepape des lapins. La nuit de mon arrivée, il est bien, sans mentir, une vingtaine assis en rond, sur la plateforme, en train de se chauffer les pattes, un rayon de lune. Le temps d'entr'ouvrir une lucarne, voilà le bivouac en déroute, et tous ces petits derrières blancs qui détalent la queue en l'air dans le fourré. J'espère bien qu'ils reviendront. Quelqu'un de très étonné aussi en me voyant, c'est le locataire du premier. Un vieux hibou sinistre, à tête de penseur, qui habite le moulin depuis plus de 20 ans. Je l'ai trouvé dans la chambre du haut, immobile et droit sur l'arbre de couche, au milieu des plâtras, des tuiles tombées. Il m'a regardé un moment avec son œil rond, puis, tout effaré de ne pas me reconnaître, il s'est mis à faire « ouh, ouh » et à secouer péniblement ses ailes grises de poussière. Ce diable de penseur, ça ne se brosse jamais. N'importe, tel qu'il est avec ses yeux clignotants et sa mine renfrognée, ce locataire silencieux me plaît encore mieux qu'un autre, et je me suis empressé de lui renouveler son bail. Il garde dans le passé tout le haut du moulin avec une entrée par le toit. Moi je me réserve la pièce du bas, une petite pièce blanchie à la chaux, basse et voûtée, comme un réfectoire de couvent. C'est de là que je vous écris, ma porte grande ouverte, au bon soleil. Un joli point de pin, tout étincelant de lumière, dégringole devant moi jusqu'au bas de la côte. À l'horizon, les Alpilles découpent leurs crêtes fines. Pas de bruit. À peine de loin en loin, un son de fifre, un courlis dans les lavandes, un gros lot de mules sur la route. Tout ce beau paysage provençal ne vit que par la lumière. Et maintenant, voulez-vous que je leur revête votre Paris bruyant et noir? Je suis si bien dans mon moulin. C'est si bien le coin que je cherchais, un petit coin parfumé et chaud, à milieu des journaux, des fiacres, du brouillard, et que de jolies choses autour de moi. Il y a à peine 8 jours que je me suis installé. J'ai déjà la tête bourrée d'impressions et de souvenirs. Tenez, pas plus tard qu'hier soir, j'ai assisté à la rentrée des troupeaux dans un mas qui est au bas de la côte, et je vous jure que je ne donnerai pas ce spectacle pour toutes les premières que vous avez eues à Paris cette semaine. Jugez plutôt. Il faut vous dire qu'en Provence, c'est l'usage, quand viennent les chaleurs, d'envoyer le bétail dans les Alpes. Bêtes et gens passent 5 ou 6 mois là-haut, logés à la belle étoile, dans l'herbe jusqu'au ventre. Puis, au premier frisson de l'automne, on redescend au mas, et l'on revient brouter bourgeoisement les petites collines grises que parfume le romarin. Donc, hier soir, les troupeaux rentraient. Depuis le matin, le portail attendait, ouvert à 2 battants. Les bergeries étaient pleines de paille fraîche. De heure en heure, on se disait « Maintenant, ils sont à Aiguière. Maintenant, au Paradou. » Puis, tout à coup, vers le soir, un grand cri. « Les voilà !» Et là-bas, au lointain, nous voyons le troupeau s'avancer dans une gloire de poussière. Toute la route semble marcher avec lui. Les vieux béliers viennent d'abord, la corne en avant, l'air sauvage. Derrière eux, le gros des moutons. Les mères un peu lasses, leurs nourrissons dans les pattes. Les mules à pompons rouges portent dans les paniers les agnelets d'un jour qu'elles bercent en marchant. Puis les chiens tout suants, avec des langues jusqu'à terre et 2 grands coquins de berger, drapés dans des manteaux de caddie roux qui leur tombent sur les talons comme des chapes. Tout cela défile devant nous, joyeusement, et s'engouffre sous le portail, en piétinant avec un bruit d'averse. Il faut voir quel émoi dans la maison. Du haut de leur perchoir, les gros pans verts et or à la crête de tulle ont reconnu les arrivants et les accueillent par un formidable coup de trompette. Le poulailler, qui s'endormait, se réveille en sursaut. Tout le monde est sur pied. Pigeons, canards, dindons, pintades. La basse-cour est comme folle. Les poulets parlent de passer la nuit. On dirait que chaque mouton aura apporté dans sa laine, avec un
parfum d'Alpes sauvages, un peu de cet air vif des montagnes qui grise et qui fait danser. C'est au milieu de tout ce train que le troupeau gagne son gîte. Rien de charmant comme cette installation. Les vieux béliers s'attendrissent en revoyant leur crèche. Les agneaux, les tout petits, ceux qui sont nés dans le voyage et n'ont jamais vu la ferme, regardent autour d'eux avec étonnement. Mais le plus touchant encore, ce sont les chiens. Ces braves chiens de berger, tout affairés après leurs bêtes et ne voyant qu'elles dans le mas. Le chien de garde a beau les appeler du fond de sa niche. Le seau du puits, tout plein d'eau fraîche, a beau leur faire signe. Ils ne veulent rien voir, rien entendre avant que le bétail soit rentré. Le gros loquet poussé sur la petite porte à claire-voie et les bergers attablés dans la salle basse. Alors seulement, ils consentent à gagner le chenil. Et de là, tout en lapant leur écuellée de soupe, ils racontent à leurs camarades de la ferme ce qu'ils ont fait là-haut dans la montagne, un pays noir où il y a des loups et de grandes digitales de pourpre, pleines de rosée jusqu'au bord. Un vieux joueur de fifre qui vient de temps en temps faire la veillée chez moi, en buvant du vin cuit, m'a raconté l'autre soir un petit drame de village dont mon moulin était témoin il y a quelques 20 ans. Le récit du bonhomme m'a touché et j'ai essayé de vous le redire tel que je l'ai entendu. Imaginez pour un moment, cher lecteur, que vous êtes assis dans mon moulin, devant un pot de vin tout parfumé, et que c'est un vieux joueur de fifre qui vous parle. Notre pays, mon bon monsieur, n'a pas toujours été un endroit mort et sans renom comme il est aujourd'hui. Votre temps, il s'y faisait un grand commerce de meuneries, et de 10 lieues à la ronde, les gens des masses nous apportaient leur blé à moudre. Tout autour du village, les collines étaient couvertes de moulins à vent. De droite et de gauche, on ne voyait plus que des ailes qui viraient au mistral par-dessus les pins, des ribambelles de petits ânes chargés de sacs, montant et dévalant le long des chemins. Et toute la semaine, c'était plaisir d'entendre sur la hauteur le bruit des fouets, le craquement de la toile et le hudia des aides-meuniers. Le dimanche, nous allions au moulin, par bande. Là-haut, les meuniers payaient le muscat. Les meunières étaient belles comme des reines, avec leurs fichus de dentelle et leurs croix d'or. Moi, j'apportais mon fifre, et jusqu'à la noire nuit, on dansait des farandoles. Ces moulins-là, voyez-vous, faisaient la joie et la richesse de notre pays. Malheureusement, des Français de Paris eurent l'idée d'établir une minoterie à vapeur sur la route de Tarascon. Tout beau, tout nouveau, comme on dit chez nous. Les gens prirent l'habitude d'envoyer leur blé aux minotiers, et les pauvres moulins à vent restèrent sans ouvrage. Pendant quelque temps, ils essayèrent de lutter, mais la vapeur fut la plus forte, et l'un après l'autre pécaillait. Ils furent tous obligés de fermer. On ne vit plus venir les petits ânes, les belles meunières vendirent leurs croix d'or. Plus de muscat, plus de farandole. Le mistral avait beau souffler, les ailes restaient immobiles. Puis un beau jour, la commune fit jeter toutes ses masures à bas, et l'ensema à leur place de la vigne et des oliviers. Pourtant, au milieu de la débâcle, un moulin avait tenu bon et continuait de virer courageusement sur sa butte, à la barbe des minotiers. C'était le moulin de Maître Cornille, celui-là même où nous sommes en train de faire la veillée en ce moment. Maître Cornille était un vieux meunier vivant depuis 60 ans dans la farine et enragé pour son état. L'installation des minoteries l'avait rendu comme fou. Pendant 8 jours, on le vit courir par le village, embêtant le monde autour de lui, et criant de toutes ses forces qu'on voulait empoisonner la Provence avec la farine des minotiers. « N'allez pas là-bas, disait-il. Ces brigands-là, pour faire le pain, se servent de la vapeur, qui est une invention du diable. Tandis que moi, je travaille avec le Mistral et la Tramontane, qui sont la respiration du bon Dieu. » Et il trouvait, comme cela, une foule de belles paroles à la louange des moulins à vent. Mais personne ne l'écoutait. Alors, de malrage, le vieux s'enferma dans son moulin et vécut tout seul comme une bête farouche. Il ne voulut même pas garder près de lui sa petite fille Vivette,
un enfant de 15 ans qui, depuis la mort de ses parents, n'avait plus que son grand au monde. La pauvre petite fut obligée de gagner sa vie et de se louer un peu partout dans les masses, pour la moisson, les magnans ou les olivades. Et pourtant, son grand-père avait l'air de bien l'aimer, cet enfant-là. Il lui arrivait souvent de faire ses 4 lieues à pied par le grand soleil, pour aller la voir aux masses où elle travaillait, et quand il était près d'elle, il passait des heures entières à la regarder en pleurant. Dans le pays, on pensait que le vieux meunier, en renvoyant Vivette, avait agi par avarice, et cela ne le faisait pas honneur de laisser sa petite traîner d'une ferme à l'autre, exposée aux brutalités des bailés et à toutes les misères des jeunesses en condition. On trouvait très mal aussi qu'un homme du renom de maître Cornille, et qui, jusque-là s'était respecté, s'en alla maintenant par les rues comme un vrai bohémien, pieds nus, le bonnet trouvé, la tailleule en lambeaux. Le fait est que le dimanche, lorsque nous le voyions entrer à la messe, nous avions honte pour lui, nous autres les vieux, et Cornille le sentait si bien qu'il nous avait pu s'asseoir dans le banc devant. Toujours il restait au fond de l'église, près du bénitier avec les pauvres. Dans la vie de maître Cornille, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Depuis longtemps, personne au village ne lui portait plus de blé, et pourtant les ailes de son moulin allaient toujours leur train, comme devant. Le soir, on rencontrait par les chemins le vieux meunier, poussant devant lui son âne chargé de gros sacs de farine. « Bon vêtre, maître Cornille !» lui criaient les paysans. « Ça va donc toujours la meunerie ?»« Toujours, mes enfants, répondait le vieux d'un air gaillard. Dieu merci, ce n'est pas l'ouvrage qui nous manque. » Alors, si on lui demandait d'où diable pouvait venir tant d'ouvrages, il se mettait un doigt sous les lèvres et répondait gravement « Motus, je travaille pour l'exploitation. » Jamais on n'a pu tirer davantage. Quant à mettre le nez dans son moulin, il ne fallait pas y songer. La petite Vivette elle-même n'y entrait pas. Lorsqu'on passait devant, on voyait la porte toujours fermée, les grosses ailes toujours en mouvement, le vieil âne broutant le gazon de la plateforme, et un grand chat maigre qui prenait le soleil sur le rebord de la fenêtre et vous regardait d'un air méchant. Tout cela sentait le mystère et faisait beaucoup jaser le monde. Chacun expliquait à sa façon le secret de maître Cornille, mais le bruit général était qu'il y avait dans ce moulin-là encore plus de sacs d'écus que de sacs de farine. À la longue, pourtant, tout se découvrit. Voici comment. En faisant danser la jeunesse avec mon fifre, je m'aperçus un beau jour que l'aîné de mes garçons et la petite Vivette s'étaient rendus amoureux l'un de l'autre. Au fond, je n'en fus pas fâché, parce qu'après tout, le nom des Cornilles était en honneur chez nous. Et puis, ce joli petit passereau de Vivette m'aurait fait plaisir à voir trotter dans ma maison. Seulement, comme nos amoureux avaient souvent l'occasion d'être ensemble, je voulus, de peur d'accident, régler l'affaire tout de suite, et je montai jusqu'au moulin pour en toucher 2 mots au grand-père. Ah, le vieux sorcier! Il faut voir de quelle manière il me reçut. Impossible de lui faire ouvrir sa porte. Je lui expliquai mes raisons tant bien que mal à travers le trou de la serrure. Tout le temps que je lui parlais, il y avait ce grand diable de chat maigre qui soufflait comme un diable au-dessus de ma tête. Le vieux ne me donna pas le temps de finir et me cria fort malhonnêtement de retourner à ma flûte. Si j'étais pressé de marier mon garçon, je pouvais bien aller chercher des filles à la minoterie. Pensez que le sang me montait d'entendre ces mauvaises paroles, mais j'eus tout de même assez de sagesse pour me contenir, et laissant ce vieux fou à sa meule, je revins annoncer aux enfants ma déconvenue. Ces pauvres agneaux ne voulaient pas y croire. Ils me demandèrent, comme une grâce, la permission de monter tous deux ensemble au moulin pour parler au grand-père. Je n'eus pas le courage de refuser, et voilà mes amoureux partis. Tout juste comme ils arrivaient là-haut, maître Cornille venait de sortir. La porte était toujours fermée à double tour, mais le vieux bonhomme, en partant, avait laissé son échelle d'or, et tout de suite l'idée vint aux enfants d'entrer par la fenêtre, voir un peu ce qu'il y avait dans ce fameux moulin. Chose singulière, la chambre de la meule était vide, pas un sac, pas un grain de blé, pas la moindre farine au mur ni sur les toiles d'araignée.
On ne sentait pas même cette bonne odeur chaude de froment écrasé qui embaume dans les moulins. L'arbre de couche était couvert de poussière et le grand chat maigre dormait dessus. La pièce du bas avait le même air de misère et d'abandon. Un mauvais lit, quelques guenilles, un morceau de pain sur une marche d'escalier, et puis, dans un coin, 3 ou 4 sacs crevés, d'où coulaient des gravats et de la terre blanche. C'était là le secret de Maître Cornille. C'était le plâtras qu'il promenait le soir par les routes pour sauver l'honneur du moulin et faire croire qu'on y faisait de la farine. Pauvre moulin, pauvre Cornille. Depuis longtemps, les minotiers leur avaient enlevé leur dernière pratique. Les ailes viraient toujours, mais la meule tournait à vide. Les enfants revinrent, tout en larmes me conter ce qu'ils avaient vu. J'eus le cœur crevé de les entendre. Sans perdre une minute, je courus chez les voisins, je leur dis la chose en 2 mots, et nous convînmes qu'il fallait, sur l'heure, porter au moulin tout ce qu'il y avait de froment dans les maisons. Sitôt dit, sitôt fait. Tout le village se mit en route, et nous arrivons là-haut avec une procession d'ânes chargés de sacs de blé, du vrai blé celui-là. Le moulin était grand ouvert. Devant la porte, Maître Cornille, assis sur un sac de plâtre, pleurait, la tête dans ses mains. Il venait de s'apercevoir en rentrant que pendant son absence, on avait pénétré chez lui et surpris son triste secret. « Pauvre de moi, disait-il, maintenant je n'ai plus qu'à mourir. Le moulin est déshonoré. » Et il sanglotait à fendre l'âme, et il appelait son moulin par toutes sortes de noms, lui parlant comme à une véritable personne. À ce moment, les ânes arrivèrent sur la plateforme, et nous nous mettons à crier bien fort, comme au bon vieux temps des meuniers. « Ohé, les moulins! Ohé, Maître Cornille !» Et voilà les sacs qui s'entassent devant la porte, et le beau grain roux qui se répand par terre de tous côtés. Maître Cornille ouvrait de grands yeux. Il avait pris du blé dans le creux de sa vieille main, et il disait, riant et pleurant à la fois, « C'est du blé, Seigneur Dieu, du bon blé. Laissez-moi que je le regarde. » Puis se tournant vers nous, « Ah, je savais bien que vous reviendriez. Tous ces minotiers sont des voleurs. » Nous voulions l'emporter en triomphe au village. « Non, non, mes enfants, il faut avant tout que j'aille donner à manger à mon moulin. » Pensez donc, il y a si longtemps qu'il ne s'était rien mis sous la dent. Nous avons tous les larmes dans les yeux de voir le pauvre vieux se démener de droite et de gauche, éventrant les sacs, surveillant la meule, tandis que le grain s'écrasait et que la fine poussière de froment s'envolait au plafond. C'est une justice à nous rendre. À partir de ce jour-là, jamais nous ne laissâmes le vieux moulin manquer d'ouvrage. Puis un matin, Cornille mourut, et les ailes de notre dernier moulin cessèrent de virer, pour toujours cette fois. Cornille mort, personne ne prit sa suite. Que voulez-vous, monsieur, tout a une fin en ce monde. Et il faut croire que le temps des moulins à vent était passé, comme celui des coches sur le Rhône, des parlements et des jaquettes à grandes fleurs. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'étaient, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. Le brave monsieur Seguin, qui ne comprenait rien au caractère de ces bêtes, était consterné. Il disait, « C'est fini, les chèvres s'ennuient chez moi, je n'en gagnerai pas une. » Cependant, il ne se découragea pas, et après avoir perdu 6 chèvres de la même manière, il en acheta une 7e. Seulement, cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune, pour qu'elle s'habitue mieux à demeurer chez lui. À Gringoire, qu'elle était jolie, la petite chèvre de monsieur Seguin. Qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées, et ses longs poils blancs qui lui faisaient une loupe blonde. C'était presque aussi charmant que le cabri d'Esmeralda,
Tu te rappelles, Gringoire? Et puis, docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle, en amour de petite chèvre. Monsieur Seguin avait derrière sa maison un clos entouré d'aubépines. C'est là qu'il mit sa nouvelle pensionnaire. Il l'attacha à un pieu, au plus bel endroit du pré, en ayant soin de lui laisser beaucoup de cordes. Et de temps en temps, il venait voir si elle était bien. La chèvre se trouvait très heureuse et broutait l'herbe de si bon cœur que M. Seguin était ravi. Enfin, pensait le bonhomme, en voilà une qui ne s'ennuiera pas chez moi. M. Seguin se trompait. Sa chèvre s'ennuya. Un jour, elle se dit, en regardant la montagne, « Comment on doit être bien là-haut! Quel plaisir de gambader dans la bruyère, sans cette petite longe qui vous écorche le cou. C'est bon pour l'âne ou le bœuf de brouter dans un clos. Les chèvres, il leur faut du large. » À partir de ce moment, l'herbe du clos lui parut fade. L'ennui lui vint, elle maigrit, son lait se fit rare. C'était pitié de l'avoir tiré tout le jour sur sa longe, la tête tournée du côté de la montagne, à narine ouverte, en faisant mais tristement. M. Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna vers lui et dit dans son patois, « Écoutez, monsieur Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. »« Ah, mon Dieu, elle aussi !» cria M. Seguin stupéfait. Et du coup, il laissa tomber son écuelle. Puis, s'asseyant dans l'herbe, à côté de sa chèvre, « Comment, Blanquette, tu veux me quitter ?» Et Blanquette répondit, « Oui, monsieur Seguin. »« Est-ce que l'herbe te manque ici ?»« Oh non, monsieur Seguin. Tu es peut-être attaché de trop court. Veux-tu que j'allonge la corde ?»« Ce n'est pas la peine, monsieur Seguin. Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux aller dans la montagne, monsieur Seguin. »« Mais malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne. Que feras-tu quand il viendra ?»« Je lui donnerai des coups de corne, monsieur Seguin. »« Le loup se moque bien de tes cornes. Il m'a mangé des biques autrement cornées que toi. Tu sais bien, la pauvre vieille Renaude qui était ici l'an dernier, maîtresse chèvre, forte et méchante comme un bouc. Elle s'est battue avec le loup toute la nuit, puis le matin, le loup l'a mangée. Bonté divine, dit M. Seguin. Qu'est-ce que j'aurais donc fait à mes chèvres, encore une que le loup va me manger? Eh bien non, je te sauverai malgré toi, coquine. Et de peur que tu ne rompes ta corde, je vais t'enfermer dans l'étable, et tu y resteras toujours. Là-dessus, M. Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire, dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre, et à peine eut-il tourné le dos, que la petite s'en alla. Quand la chèvre blanche arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. Jamais les vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. On la reçut comme une petite reine. Les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leurs branches. Les genêts d'or s'ouvraient sur son passage et sentaient bon tant qu'ils pouvaient. Toute la montagne lui fut faite. Tu penses, Gringoire, si notre chèvre était heureuse? Plus de cordes, plus de pieux, rien qui l'empêchât de gambader, de brouter à sa guise. C'est là qu'il avait de l'herbe, jusque par-dessus les cordes, mon cher. Et quelle herbe! Savoureuse, fine, dentelée, faite de 1000 plantes. C'était bien d'autre chose que le gazon du clos. Et les fleurs donc? De grandes campanules bleues, des digitales de pourpre à long calice, toute une forêt de fleurs sauvages débordant de sucs capiteux. La chèvre blanche, à moitié saoule, se vautrait là-dedans, les jambes en l'air, et roulant le long des talus, pêle-mêle avec les feuilles tombées et les châtaignes. Puis tout à coup, elle se redressait d'un bond sur ses pattes. Hop, la voilà partie, la tête en avant à travers les maquis et les buissières, tantôt sur un pic, tantôt au fond d'un ravin, là-haut, en bas, partout. On aurait dit qu'il y avait des 10 chèvres de M. Seguin dans la montagne.
c'est qu'elle n'avait peur de rien, la Blanquette. Elle franchissait d'un saut de grands torrents qui l'éclaboussaient au passage de poussière humide et d'écume. Alors, toute ruisselante, elle allait s'étendre sur quelques roches plates et se faisait sécher par le soleil. Une fois, s'avançant au bord d'un plateau, une fleur de cytise aux dents, elle aperçut en bas, tout en bas dans la plaine, la maison de M. Seguin, avec le clos derrière. Cela la fait rire aux larmes. « Que c'est petit, dit-elle. Comment ai-je pu tenir là-dedans ?» Pauvrette. De se voir si haut perché, elle se croyait au moins aussi grande que le monde. En somme, ce fut une bonne journée pour la chèvre de M. Seguin. Dans le milieu du jour, en courant de droite et de gauche, elle tomba sur une troupe de chamois en train de croquer une lambrusque à belles dents. Notre petite coureuse, en robe blanche, fit sensation. On lui donna la meilleure place à la lambrusque, et tous ces messieurs furent très galants. Il paraît même, ceci doit rester entre nous, Gringoire, qu'un jeune chamois à pelage noir eut la bonne fortune de plaire à Blanquette. Les deux amoureux s'égarèrent parmi les bois pendant 1 heure ou 2. Si tu veux savoir ce qu'ils se dirent, va te demander aux sources bavardes qui courent invisibles dans la mousse. Tout à coup, le vent fléchit. La montagne devint violette, c'était le soir. Déjà, dit la petite chèvre. Elle s'arrêta, fort étonnée. En bas, les champs étaient noyés de brume. Le clos de M. Seguin disparaissait dans le brouillard et de la maisonnette, on ne voyait plus que le toit avec un peu de fumée. Elle écouta les clochettes d'un troupeau qu'on ramenait et se sentit l'âme toute triste. Un gerfaut qui rentrait la frôla de ses ailes en passant. Elle tressaillit. Puis ce fut un hurlement dans la montagne. « Ouh !» Elle pensa au loup. De tout le jour, la folle n'y avait pas pensé. Au même moment, une trompe sonna bien loin dans la vallée. C'était ce bon M. Seguin qui tentait un dernier effort. « Ouh !» faisait le loup. « Reviens, reviens !» criait la trompe. Blanquette eut envie de revenir, mais en se rappelant le pieu, la corde, la haie de clos, elle pensa que maintenant elle ne pouvait plus se faire à cette vie et qu'il valait mieux rester. La trompe ne sonnait plus. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre 2 oreilles courtes, toutes droites, avec 2 yeux qui reluisaient. C'était le loup. Énorme, immobile, assis sur son train de derrière, il était là, regardant la petite chèvre blanche et la dégustant par avance. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas. Seulement, quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment. « Ah ah, la petite chèvre de M. Seguin !» Et il passa sa grosse langue rouge sur ses babines d'amadou. Blanquette se sentait perdue. Un moment, en se rappelant l'histoire de la vieille renaude qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle se dit qu'il vaudrait mieux peut-être se laisser manger tout de suite. Puis, s'étant ravisée, elle tomba en garde, la tête basse et la corne en avant, comme une brave chèvre de M. Seguin qu'elle était. Non pas qu'elle eût l'espoir de tuer le loup, les chèvres ne tuent pas le loup, mais seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps que la renaude. Alors le monstre s'avança, et les petites cornes entrèrent dans la danse. Ah, la brave chevrette, comme il y allait de bon cœur, plus de 10 fois, je ne mens pas, Gringoire, elle força le loup à reculer pour reprendre haleine. Pendant ces trêves d'1 minute, la gourmande cueillit en hâte encore un brin de sa chère herbe, puis elle retournait au combat, la bouche pleine. Cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de M. Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair. Elle se disait « Oh, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube !» L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Blanquette redoubla de coups de corne, le loup de coups de dents. Une lueur pâle parut à l'horizon. Le chant d'un coq enroué monta d'une métairie.
Enfin, dit la pauvre bête, qui n'attendait plus que le jour pour mourir, et elle s'allongea par terre dans sa belle fourrure blanche, toute tachée de sang. Alors, le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea.